Retour de l'information, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour cette matinale qui se poursuit sur Médien TV. Tout de suite, le journal de la rédaction dont voici les titres. Le 4e anniversaire du lancement de la politique nationale d'immigration et d'asile a été célébré à l'occasion de discuter des défis et des solutions aux questions ayant trait à la réalité des mouvements migratoires. C'est un anniversaire qui a été célébré hier à Srirat. Tous les détails dès le début de ce journal. À la veille d'un conseil des ministres extraordinaire du gouvernement espagnol, vous le verrez, le bras de fer est aujourd'hui total entre Madrid et la Catalogne. La Catalogne de plus en plus menacée de voir son autonomie suspendue. Et puis le gouvernement du Kurdistan irakien favorable à un dialogue avec le pouvoir central à Bagdad. Bagdad dont les forces viennent de chasser les combattants kurdes de zones disputées. Les précisions dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, au Maroc, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a indiqué que le gouvernement accordera l'intérêt nécessaire aux axes mentionnés dans le discours royal, discours prononcé à l'ouverture de la nouvelle session du Parlement vendredi dernier. Il s'exprimait hier à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement à Rabat. Les axes évoqués sont notamment relatifs au développement, à la bonne gouvernance, à la régionalisation ou encore l'emploi et la jeunesse. De son côté, lors d'un point presse, le porte-parole du gouvernement, Moustapha El Khalfi, a indiqué que le gouvernement accorde un grand intérêt au problème de l'emploi. Il a précisé que les postes prévus actuellement sont 5 fois supérieurs à ceux créés durant les années précédentes. Le 4e anniversaire du lancement de la politique nationale d'immigration et d'asile a donc été célébré hier à Srirat. Une cérémonie organisée en présence notamment de William Lacy Swing, le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, mais aussi des représentants de pays africains. L'occasion de discuter des défis et des solutions aux questions qui ont trait à la réalité des mouvements migratoires. Plus de détails dans ce reportage de Marwa Benhalima et Wassim Adan. Le récit est de Férouz Bentaleb. Le 4e anniversaire de la politique nationale d'immigration et d'asile. L'occasion de mettre en valeur les principales réalisations relatives à l'exécution de la stratégie nationale d'immigration et d'asile durant la période de 2016-2017 et également de se concerter autour des défis soulevés par la réalité des flux migratoires. La présence du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, M. Lacy Swing, est un signe positif de la part de l'organisation et du reste des organisations des Nations Unies présentes par rapport au leadership du Maroc sous le haut patronage de Sa Majesté dans le domaine de la migration. Un leadership rehaussé par le retour triomphant du Maroc à l'Union africaine. Cette rencontre s'est déroulée en présence de représentants des départements gouvernementaux et d'établissements publics et privés de pays africains et européens concernés. À cette occasion, les résultats des consultations nationales autour du pacte mondial sur les migrations ont été présentés et longuement discutés. Grâce à cette nouvelle politique, je pense que le Maroc sera en mesure d'apporter, au niveau de l'Afrique et du monde, ses leçons dans le domaine, notamment en termes de politique à concevoir pour les pays du Sud. En effet, la plupart des flux migratoires se font du sud vers le sud. Cet anniversaire s'inscrit dans un contexte régional et international nouveau, caractérisé par des avancées majeures, tant pour le Maroc que pour la problématique migratoire, mais aussi dans le contexte des efforts renouvelés de la communauté internationale en faveur d'une gouvernance mondiale de la migration. Un point sur la crise catalane à présent, à la veille d'un conseil des ministres extraordinaire du gouvernement espagnol. Je vous le disais en titre, le bras de fer est aujourd'hui total entre Madrid et la Catalogne, de plus en plus menacée de voir son autonomie suspendue. L'UE a clairement écarté l'idée de jouer un rôle de médiateur. Et hier, le président indépendantiste catalan Carles Puigdemont n'a pas répondu à la mise en demeure du gouvernement espagnol. Il l'avait sommé de préciser au plus tard à 10 heures s'il avait oui ou non déclaré la séparation de la Catalogne. Le gouvernement espagnol a promis de déclencher l'article 155 de la Constitution qui permet de suspendre tout ou partie de l'autonomie d'une région. Souha Aboutar. L'ultimatum expirait à 10 heures ce matin. La réponse du président séparatiste catalan Carles Puigdemont est tombée quelques minutes avant le délai.
Dans un communiqué adressé au chef du gouvernement Mariano Rajoy, il a indiqué que la Catalogne n'avait pas déclaré d'indépendance, mais pourrait le faire si Madrid poursuivait la répression, selon ses termes, notamment en suspendant l'autonomie. Madrid juge cette réponse trop ambiguë et estime qu'elle constitue un refus de répondre à sa mise en demeure. Devant les caméras, le porte-parole du gouvernement espagnol, Íñigo Méndez de Vigo, a indiqué que Madrid poursuivra ses démarches. En l'absence de réponse aux termes précis et clairs, le gouvernement espagnol comprend qu'il n'y a pas eu de réponse à ses exigences. En conséquence, le gouvernement poursuivra les procédures décrites à l'article 155 de la Constitution dans le but de rétablir la légalité en Catalogne. Estimant que Carles Puigdemont n'a pas répondu à ses exigences de retour à la légalité, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a convoqué un conseil des ministres extraordinaire. La réunion aura lieu samedi pour décider quelles mesures doivent être prises dans le cadre d'une suspension d'autonomie de la Catalogne. L'Union européenne affichait quant à elle un soutien clair au gouvernement espagnol sur cette crise. Hier, lors d'un sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a affirmé qu'il n'existe pas d'espace pour une intervention de sa part, contrairement à ce que réclament les séparatistes. Il a d'ailleurs souligné que la situation est préoccupante. Un peu plus tôt, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron avaient eux aussi soutenu le gouvernement espagnol, tandis que leur homologue belge Charles Michel appelait à une désescalade en Espagne. Madrid veut éviter que la question catalane ne soit traitée dans le cadre européen et les institutions européennes ont de toute façon toujours considéré qu'il s'agissait d'une affaire intérieure à l'Espagne. Direction la région du Moyen-Orient, l'Irak, où le gouvernement du Kurdistan s'est déclaré ouvert à un dialogue avec le pouvoir central à Bagdad. Bagdad dont les forces viennent de chasser les combattants kurdes des zones disputées. Le cabinet du Kurdistan accueille favorablement l'initiative du Premier ministre Haïder al-Abadi, initiative d'entamer des négociations pour régler les problèmes en suspens selon la Constitution et les principes de partenariat. C'est ce qu'indique un communiqué officiel publié hier à Erbil à l'issue d'une réunion. Le texte indique également que le Kurdistan demande de l'aide et la contribution de la communauté internationale en parrainant ce dialogue. Haïder el-Abadi avait fait cette offre de dialogue mardi, tout en affirmant que le référendum d'autodétermination kurde organisé le 25 septembre était, je cite, terminé et faisait désormais partie du passé, de même que son résultat. En Syrie voisine, au moins 16 civils, dont 7 enfants, ont péri hier au cours de frappes aériennes russes dans la province syrienne de Deir ez-Zor. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette province contrôlée pour moitié par le groupe terroriste Daesh est la cible de 2 offensives antiterroristes distinctes. L'une menée par l'armée syrienne, soutenue par la Russie, l'autre par une alliance arabo-kurde appuyée par les États-Unis, les forces démocratiques syriennes. Et puis toujours dans la journée de jeudi, des forces pro-américaines se préparaient à remettre au Raqqa à une autorité. À l'intérieur de la ville, d'où les terroristes de Daesh ont été chassés mardi, la plupart des positions jusque-là tenues par les FDS ont été abandonnées. Certains de leurs combattants étaient toujours présents, notamment sur la place d'Al-Naïm, célébrant la victoire contre l'organisation terroriste la plus redoutée au monde. Retour sur le continent avec le bilan des violences au Togo. 3 personnes ont été tuées par balles et des dizaines d'autres blessées au cours de heurts à Lomé, la capitale. Selon l'opposition, ces heurts entre jeunes et forces de l'ordre se sont déroulés hier avant une manifestation interdite. C'est la porte-parole de l'opposition, Brigitte Adjamabogo-Johnson, qui a donné ce bilan de 3 morts, donc, mais aussi 44 blessés par balles et 36 personnes battues. Le ministre de la Sécurité, le colonel Yark Daméam, a lui démenti le bilan, affirmant qu'aucun mort n'a été signalé depuis mardi. Malgré l'interdiction du gouvernement, la principale coalition d'opposition a maintenu hier son appel à marcher jusqu'au siège de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Elle demande la démission du président Faure Gnassingbé, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans.
Autre élection, le second tour de la présidentielle au Libéria, prévu le 7 novembre. La commission électorale a confirmé hier que ce deuxième scrutin opposerait le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant Joseph Boakai. George Weah est arrivé largement en tête avec 39% devant Joseph Boakai qui a obtenu un peu plus de 29% des voix. Le scrutin du 7 novembre doit permettre de désigner un successeur à la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, élue une première fois en 2005 et qui ne peut plus se représenter après 2 mandats successifs de 6 ans chacun. On part aux États-Unis où le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est dit pessimiste sur les espoirs de sortie de crise dans le Golfe. Le Golfe où il se rend d'ailleurs ce week-end. Hier, il a reproché au quartet mené par l'Arabie Saoudite de refuser le dialogue avec le Qatar. Je ne m'attends pas vraiment à une résolution rapide, c'est ce qu'il a déclaré dans un entretien avec l'agence de presse financière Bloomberg. Il y a encore un mois, le président américain Donald Trump avait pourtant prédit une fin rapide à cette crise d'une gravité sans précédent pour le Golfe. Après avoir échoué au mois de juillet lors d'un premier voyage, à réconcilier donc le Qatar et ses 4 voisins arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Rex Tillerson se rend à partir donc de ce week-end à Riyad puis Doha pour une nouvelle mission. Et puis le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se rendra lui à Washington aujourd'hui. Selon le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, il aura des entretiens avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Ils porteront sur des questions d'intérêt mutuel, mais la question de la réforme de l'ONU sera également à l'ordre du jour. La réforme des Nations Unies est une question souvent évoquée par l'actuelle administration américaine. Antonio Guterres a d'ailleurs dit qu'il fait de cette réforme une priorité de son mandat. But I also believe, and I would like to repeat it, that I think that unity also creates the opportunity for diplomatic engagement, and in my opinion, diplomatic engagement is the way to be able to achieve the objective of denuclearization that we all cherish. I think that a war situation would be a tragedy. Une réforme que nous suivrons bien sûr dans nos prochaines éditions. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.medientv.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans 15 minutes. À tout à l'heure.